Cet après-midi, j'ai le plaisir aussi de vous présenter Madame Claire-Emmanuelle Laguerre. Madame Claire-Emmanuelle Laguerre est la coordinatrice scientifique de l'Observatoire de la parentalité. Mais elle a aussi d'autres qualités, à savoir qu'elle est docteure en neurosciences, elle est psychologue clinicienne, elle est auteure d'ouvrages, et elle est particulièrement intéressée par les questions de résilience, sur lesquelles elle a écrit. Donc, je lui cède tout de suite la parole, puisqu'elle va nous entretenir du rôle des parents, notamment dans les situations de traumatisme. Merci beaucoup, Claire-Emmanuelle. Alors, oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je ne vais pas revenir sur la présentation, puisque Charles a été assez exhaustif. Effectivement, donc le directeur de l'Observatoire m'a proposé cet après-midi de faire une présentation sur les événements traumatiques et donc le rôle, la place des parents lorsque justement les personnes, les membres d'une famille sont confrontés à un événement traumatique. Pour ma part, il était difficile d'aborder la question du traumatisme sans parler de la résilience, puisqu'il y a une thématique en fait qui est intéressante, qui reste la résilience familiale. Et ce sur quoi je travaille également, c'est sur la question de la transmission. Et donc, ce que je vais essayer de voir cet après-midi, c'est comment justement les événements traumatiques peuvent être transmis de génération en génération. On va le voir ensemble. Les événements de vie, en fait, quel impact que ça peut avoir sur les familles. Et donc, lorsqu'on parle d'événements traumatiques, on pense également à la question de la résilience. On va essayer de définir un peu ce qu'on met derrière le terme résilience. Donc, c'est vrai que j'ai mené des études notamment sur l'attitude des parents et les habitudes familiales et surtout voir quels étaient en fait le rôle de ces attitudes et de ces habitudes familiales, quels étaient le rôle sur la survenue de la consommation de cannabis chez les adolescents. Donc ce matin, on a eu une intervention très intéressante du professeur Aimé Charles Nicolas qui justement travaille a travaillé toute sa vie, on va dire, sur la question des addictions. Et dans la continuité justement de ces travaux, je me suis posé la question de l'autonomie des adolescents sur la consommation des produits toxiques, puisqu'il y a une dimension justement traumatique à travers la consommation des produits toxiques. Et donc, je cherchais à comprendre s'il n'y avait pas un lien entre l'autonomie, la dépendance chez ces jeunes qui consommaient des produits et la question de l'acquisition en fait chez les adolescents. Donc il y a un article que j'ai sorti à peu près à propos de ça, mais c'est surtout qu'après avoir étudié cette question d'autonomie et donc de dépendance chez ces jeunes consommateurs, le concept de la résilience m'a semblé particulièrement intéressant et pertinent pour apporter en fait un éclairage sur les capacités des autres jeunes qui justement traversaient également des situations difficiles, voire même en fait des carences par exemple parentales et qui ne consommaient pas forcément de produits toxiques. Le professeur ce matin expliquait que sur 10 jeunes, il y en avait 8 qui arrêtaient leur parcours de consommation. Voilà, donc c'est ces questions-là qui m'ont intéressée. Pour quelles raisons, voilà, certains jeunes pouvaient lâcher ou en tout cas même ne pas même aborder cette consommation. Donc dans cette perspective, il y a cet aspect motivationnel de l'individu, donc la personne propre qui cherche à changer, donc il y a tout un processus motivationnel qui aide les ados, les jeunes et les adultes à sortir d'un processus toxicomaniaque. Il y a l'aspect également relatif au capital humain, c'est-à-dire les compétences individuelles
et plus spécifiquement la capacité à gérer ses émotions, la dimension de l'estime de soi également. Et puis, il y a également le capital social, notamment avec les styles d'attachement, comme l'a démontré John Bowlby, mais bien que de plus en plus, il y ait d'autres études qui travaillent autour de cette notion d'attachement. Alors, pour quelles raisons j'en parle? C'est simplement pour essayer de montrer que c'est tout un environnement. Il y a plusieurs facteurs qui aident l'enfant, l'adolescent à sortir, par exemple, d'un parcours toxicomaniaque, mais également lorsqu'il est confronté à certains événements de vie, c'est tout un environnement qui doit être favorable justement pour l'aider à faire face aux situations difficiles. Alors là aujourd'hui, ce que je voudrais vous présenter, c'est quels sont ces mécanismes-là qui sont sollicités, donc des mécanismes en fait qui sont peut-être liés à la famille, donc des choses que l'on retrouve au sein même de la famille, mais j'ai choisi également d'aller au-delà de la famille et de parler des étais extra-familiaux également, puisque comme je viens de l'expliquer, on est dans quelque chose qui va au-delà du cercle familial, et donc les extraits extra-familiaux, je pense notamment au milieu scolaire ou encore aux éducateurs. Donc c'est un peu ce que je vais essayer de voir avec vous, puisque sans nous en rendre compte, nous tous là en tant qu'adultes, nous jouons un rôle auprès des enfants en fait, et des fois nous sommes tuteurs de résilience auprès de ces enfants-là, sans même s'en rendre compte. Donc tout simplement parce que l'enfant va avoir on va avoir par exemple des capacités d'encouragement auprès des jeunes, on va les encourager naturellement, mais il y a aussi des compétences. En fait, le jeune peut s'identifier à nous pour XY raison, sans même, de manière inconsciente, sans même que l'on s'en rende compte. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de mettre en évidence, et c'est surtout aussi, peut-être que j'arrive déjà à la conclusion, mais c'est surtout de pouvoir identifier en fait quand il y a des enfants qui sont en souffrance, qui rencontrent des situations difficiles dans notre entourage, ou bien en tant qu'éducateur ou en tant qu'enseignant, dans la classe, on peut avoir des comportements qui nous paraissent dérangeants, perturbateurs, ou bon voilà tous les termes que l'on utilise actuellement et qui sont à la mode, mais il y a probablement une situation difficile ou délicate que l'enfant rencontre, et des fois on représente quelque chose pour cet enfant-là qui va l'aider, ou au contraire ça va cristalliser un peu sa souffrance. Donc c'est un peu ces mécanismes-là, en tout cas c'est des éléments de réponse que j'aimerais apporter cet après-midi, et donc j'ai choisi cette image-là qui peut vous paraître assez particulière, non pas en termes de présentation pour la conférence cet après-midi, non pas parce que il est 14h, on sort du déjeuner, mais surtout parce que pour moi ça représentait le partage, en fait, une tablée, le partage. Et donc là aujourd'hui l'objectif c'est de voir comment au sein, en fait la famille pour moi c'est exactement ça représente le partage, et donc de voir comment la résilience familiale, qu'est-ce que c'est, et comment on va pouvoir partager avec les enfants, les adolescents également, pour les aider à faire face à certaines situations difficiles. En préalable, en fait, pour poser le cadre un peu de la conférence, je vous propose de partir du principe suivant. En fait, nous avons un circuit A et un circuit B. En fait, ce sont les événements de vie et les événements, en fait, des événements de vie quotidienne, des choses heureuses ou malheureuses qui nous arrivent, mais aussi le circuit B, des événements traumatiques. Je fais la distinction entre les deux. On va avoir des événements de vie difficiles au cours de notre vie, mais qui ne sont pas forcément considérés comme des événements traumatiques. L'événement traumatique, c'est véritablement lorsque l'on est confronté à la mort.
à sa propre mort ou à la mort d'autrui. Donc, lorsqu'on va être témoin, par exemple, d'un accident de voiture où on voit quelqu'un qui décède sous nos yeux. Donc là, on va être on va être confronté à la mort. Un autre événement qui est beaucoup plus récent où on a été confrontés tous à la mort dernièrement, c'est par rapport à l'épidémie, au Covid-19, ou notamment avec la 4e vague de juillet-août 2021, où on s'est retrouvé à connaître au moins une personne disparue par rapport à l'épidémie. Donc donc ça nous a questionner, même si c'était pas au sein de notre cellule familiale, des amis à nous, mais le seul fait d'entendre à la radio ou dans les médias constamment qu'il y a une augmentation des cas de décès, ça nous questionne en tout cas sur l'idée de la mort. Et donc, voilà, ça reste un phénomène qui peut être caractérisé, en tout cas la pandémie, comme un phénomène traumatique. On a des événements de vie, donc d'autres types d'événements de vie qui sont douloureux. Je ne sais pas si vous voyez à quoi vous pensez quand on parle d'événements de vie douloureux, mais qui ne sont pas forcément traumatiques. Exactement, une séparation. Donc, mon amoureux m'a quitté. Voilà, ça peut être douloureux. La maladie, ça peut être un événement difficile, mais ça peut être également considéré comme un événement traumatique, surtout si la personne décède brutalement, ou bien que c'est une maladie chronique en fait qui vient impacter le quotidien et donc ça reste une maladie grave. Donc ça aussi ça peut être considéré comme un événement traumatique. Donc voilà, la vie elle est faite de mouvements, donc elle est traversée par des événements de vie douloureux ou aussi traumatiques, et ces événements, sont rencontrés par un même sujet ou par l'ensemble de la famille, que ce soit durant l'enfance ou durant l'âge adulte. Et donc ce qui va se passer, c'est que ça peut générer des troubles psychologiques ou des troubles psychopathologiques ou psychiatriques chez le même individu qui rencontre comme ça plusieurs événements de vie et donc peut développer des pathologies, d'autant plus s'il y a déjà une fragilité au sein de la cellule familiale, donc des parents eux-mêmes qui sont touchés par des pathologies, qu'elles soient physiques ou mentales. Donc ça vient cristalliser justement un peu le trouble. Et donc moi, dans mes recherches, c'est la raison pour laquelle les événements traumatiques, je les ai associés aux addictions. Donc pour voir un peu la comorbidité qu'il pouvait y avoir entre le trouble de stress post-traumatique et les troubles liés à l'usage de substances, pour mieux comprendre comment ça se transmettait de génération en génération, mais aussi quel était l'impact de ces deux troubles-là chez l'individu. Donc, en gros, on va avoir le développement donc de troubles. Il peut y avoir le développement de troubles psychopathologiques chez l'individu. Et ce développement-là va être favorisé ou non par la résilience, qu'elle soit individuelle ou familiale. Donc, si on a une résilience individuelle plutôt faible ou une résilience familiale plutôt faible, effectivement, il y a plus de chances que la survenue d'un trouble psychopathologique, qu'il y ait la survenue d'un trouble psychopathologique. Donc, la résilience individuelle et ou familiale peut aider les individus qui rencontrent comme ça sur leur parcours de vie des événements, ça peut aider justement à faire face à ces traumatismes. Donc, tout à l'heure, j'utilise le terme de résilience. Rapidement, qu'est-ce que la résilience? Je pense que vous avez quand même une petite idée, puisque c'est un terme qui est usité, qui est de plus en plus utilisé dans notre quotidien. On l'entend souvent. Je crois même que le plan contre l'épidémie, en fait, quand la pandémie, le président avait parlé de plan résilience. Je ne sais plus comment il l'avait nommé précisément, mais c'est un terme qui est de plus en plus utilisé. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qu'on pourrait retenir précisément, c'est que c'est un processus dynamique
évolutif et multifactoriel. C'est-à-dire que on ne peut pas, en fait, on n'est pas résilient. Des fois, j'entends ça, voilà, je suis résilient. C'est plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'on rentre plutôt dans un processus de résilience en fonction de l'événement rencontré. Qu'est-ce que ça veut dire également? Ça veut dire qu'un même individu qui a rencontré un événement traumatique au cours de sa vie, à un moment T, peut rencontrer un autre événement douloureux et difficile et pour le coup avoir plus de difficultés à rentrer dans ce processus de résilience. Donc c'est pas parce qu'à un moment donné on a réussi à faire face à un événement que par la suite on y arrivera. On sera beaucoup plus fort probablement, mais voilà, ça reste un processus. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'il est dynamique, il est évolutif, parce qu'effectivement ça nous donne des armes, et multifactoriel puisqu'il y a plusieurs facteurs qui permettre de rentrer dans un processus de résilience, et c'est pour cela que je m'attache à parler de la résilience également familiale, et qu'on voit aussi dans le milieu scolaire, ce qui pourrait aider un enfant à faire face à un événement traumatique. Donc l'idée en fait de la résilience, c'est que l'on puisse assimiler l'événement traumatique sans pour autant être condamné par cet événement traumatique. C'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose de difficile, mais c'est pas ce qui va nous définir et c'est pas ce qui va faire que on va être figé dans cet événement. On va tenter de faire face à cet événement et donc de le surmonter. Pour certains auteurs, voilà, la question se pose, et c'est pour cela aussi que je vous ai présenté le schéma précédent. La question se pose, est-ce que la résilience, c'est lorsque l'on rencontre des difficultés ordinaires et qui génèrent beaucoup de stress, et donc voilà les difficultés dont on a parlé tout à l'heure, ou est-ce que c'est lorsque l'on est uniquement confronté à la mort? Alors là, c'est un débat qui existe. Pour certains, c'est vraiment lorsque on a été confronté à un événement traumatique que l'on peut parler de processus de résilience. Et donc la résilience peut s'apprécier à partir de... Oui, alors l'événement traumatique, pour caractériser un événement de traumatique, il faut être confronté à la mort. Sinon, voilà, c'est un événement douloureux ou stressant. Mais dans la littérature, en fait, ce qui va caractériser l'événement de traumatisant, c'est cette idée. Alors, cette idée que effectivement la mort existe. Il y a plusieurs types d'événements traumatiques. En fait, il y a une liste d'événements traumatiques reconnus. Ça me permet de faire juste une petite parenthèse très rapidement. Je ne sais pas si je vais en parler tout à l'heure, mais voilà. Alors, je ne vais pas tous les nommer, mais en tout cas à la Martinique, nous sommes particulièrement confrontés à des événements traumatiques, puisqu'on connaît comme événements traumatiques les événements cycloniques. En fait, les événements météorologiques, donc cyclones, tempêtes, etc. On a également les tremblements de terre, effectivement. On a les vols, les effractions. Le crash également, c'est un événement traumatique, donc c'est un événement en fait qui est lié à l'intervention humaine, donc un accident, donc là, accident d'avion, accident de voiture. Donc ça, ce sont là, l'amputation de membres, oui, tout à fait. Ça peut être considéré comme un événement traumatique, donc suite à une maladie grave, par exemple. Les traumatismes crâniens, oui. Alors là, c'est pas l'événement, là c'est une pathologie en tant que telle, mais ce serait plus qu'est-ce qui a amené à ce traumatisme crânien. Donc l'événement en tant que tel qui aurait conduit à ce traumatisme. Donc par exemple un accident de moto. Donc c'est l'accident de moto qui est l'événement en fait traumatique. Et puis je me permets de le dire puisqu'on va en parler tout à l'heure, tout ce qui touche au viol. À l'inceste, etc. Ça aussi, ce sont des événements considérés comme traumatiques. Alors, le suicide, c'est pas un événement traumatique en tant que tel.
surtout si la personne est décédée. Donc c'est pas un événement. Maintenant, c'est pareil, ça peut être une conséquence, c'est-à-dire qu'il y a eu un événement qui conduit à la personne à avoir des idées noires, à vouloir se mettre un terme à sa vie. Donc voilà, l'événement en fait, c'est vraiment ce qui conduit, voilà, exactement. D'accord ? C'est pour ça que le mot événement est important à prendre en considération. Oui, bien sûr. Il n'est pas branché. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais vous avez raison de m'interrompre, puisque moi, en général, j'aime bien quand les conférences sont dynamiques, donc ça me va très bien. Vous m'entendez? Oui. Ça fonctionne bien? Non, ça ne fonctionne pas. Ça va? Ah. Ouais, voilà. Donc je disais, excusez-moi, mais je me permets d'insister sur le suicide. On arrive chez soi et puis on trouve quelqu'un de pendu ou bien qui s'est coupé la gorge. Je pense que ça doit être traumatique. Tout à fait. Là c'est la personne qui est témoin. D'accord ? Donc, effectivement, cette personne-là, elle est confrontée à la mort. En fait, quand on parle d'événements traumatiques, ça peut être soit on est confronté directement ou à l'extérieur, en fait, on est témoin. Donc là, pour le coup, effectivement, on est témoin de la mort. Donc, ça peut être traumatique pour la personne qui découvre le corps. Oui, parce qu'effectivement, comme vous disiez, que ce sont des événements qui sont liés à la mort. Pour moi, pour celui qui est résilient, c'est celui qui reste vivant. Hein. C'est pas la mort. Parce que toutes les morts, enfin, de suicide, effectivement, les effets secondaires sur celui qui a vu ou qui vit ça. Et puis, on est en vie, c'est nous qui devons, à mon sens, qui devons être dans une résilience pour surmonter et éviter le traumatisme. Oui, alors là, on va être plutôt dans une dimension philosophique, on va dire. Oui, parce qu'on est confronté à des événements traumatiques et pour autant, on continue de vivre. C'est-à-dire que nos organes fonctionnent, on fait face, on fonctionne, on continue de fonctionner. Là, sur le plan psychique, vous êtes en train de parler effectivement d'une mort psychique, pas d'une mort physique. Donc effectivement, la résilience, elle est plutôt à ce niveau-là, en fait, sur un plan psychologique, comment l'individu arrive à surmonter l'événement. Puisque c'est pas toutes les personnes c'est pas lorsqu'on est confronté à une situation douloureuse, difficile ou traumatique que l'on décède, si on prend le sens littéral du terme. Donc là, on parle plutôt de mort psychique, en fait. Effectivement, il y a des personnes qui vont... Il y aura pas que... il peut y avoir plusieurs pathologies qui se déclenchent après avoir été témoin ou après avoir subi un événement traumatique. Donc l'une des premières pathologies que l'on constate lorsque l'on est confronté à un événement traumatique, ça va être le trouble de stress post-traumatique. Le trouble de stress post-traumatique, c'est que la personne, alors je ne sais pas si j'en parle un peu plus loin, mais la personne, elle a vécu un événement traumatique et après un certain temps, on constate qu'elle est effectivement toujours dans l'événement. Il va y avoir des symptômes, par exemple, de reviviscence. J'ai vécu un accident de la route. Je vais avoir des difficultés à reprendre mon véhicule, à refaire la même route. Donc, je vais éviter le chemin là où j'ai fait mon accident. Je vais éviter ce chemin-là. Je vais faire des cauchemars. Donc, ça, c'est des reviviscences. Voilà, il va y avoir un faisceau de symptômes qui démontreront que la personne souffre d'un trouble de stress post-traumatique. Après un événement traumatique, on peut également développer une dépression. On peut également augmenter sa consommation de produits toxiques. Donc il va y avoir plusieurs pathologies en fait lorsqu'on est confronté à un événement traumatique. Il peut y avoir plusieurs pathologies. On peut en développer une comme on peut en développer plusieurs. Donc on va parler de comorbidité psychiatrique. Donc oui, mais la personne elle ne décède pas pour autant. Mais elle a plus de difficultés à surmonter cet événement. Il y en a d'autres qui peuvent paraître adaptés, sans développer de pathologie, mais la souffrance, elle est quand même là. Donc, lorsqu'on est face à un événement traumatique, c'est justement de pouvoir identifier qu'est-ce qui me permet de faire face et de dépasser cette situation. Et donc, la question de la résilience.
Alors, je voudrais vous demander, est-ce qu'on peut ajouter à l'événement traumatique l'infarctus du myocarde et l'AVC, sachant que la personne qui vit cet événement, il y a deux personnes, celle qui subit l'événement et celle qui la vit. Et la première question, est-ce qu'on peut faire entrer dans le cadre des événements traumatiques? Et la deuxième question, est-ce que suite à cet événement-là, peuvent survenir une dépression post-traumatique? Oui, oui, tout à fait. En fait, là, vous êtes en train de parler des maladies graves. Donc, comme on l'a vu, effectivement, en fait, maladie grave ou subite. Un AVC, c'est subite, en fait. On s'y attend pas. Et donc, effectivement, c'est un événement traumatique, d'autant que ça peut laisser des séquelles. Et donc, il y a toute une réadaptation derrière. Donc, voilà, ça peut être considéré effectivement comme un événement traumatique. Et ceux qui ont été présents lors de la survenue de cette maladie qui arrive brutalement, peuvent être traumatisés également par voir son parent qui fait un AVC. Ça peut être douloureux et traumatique pour la personne, en fait pour l'enfant qui y assiste. Donc voilà, ça peut être vécu effectivement comme un événement traumatique. Donc vous avez bien compris, je pense, effectivement le concept de résilience qui s'attache en fait, qui peut s'étudier à partir des styles d'attachement. Donc il y a plusieurs styles d'attachement. Il y a l'attachement qu'on va dire. Alors moi je prends la théorie de Bowlby qui est assez, c'est celle qui est fondatrice, mais aujourd'hui il y a d'autres théories qui émergent, notamment qui peuvent justement adapter la théorie de l'attachement à la dimension culturelle. Là je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais c'est intéressant en tout cas. D'emblée, l'attachement à partir de l'attachement sécure et des attachements insécures, c'est intéressant simplement parce que on a les figures d'attachement, les premières étant les parents, c'est de voir quelle est la qualité du lien parent-enfant qui justement va favoriser les processus de résilience. Donc vous voyez là j'ai noté moi positif, moi indigne, etc. Donc l'enfant comment il va développer son moi, donc en gros la confiance en soi, l'estime de soi, et donc acquérir une certaine autonomie et donc pouvoir être en relation avec les autres. Donc ça c'est lorsque l'on a un attachement plutôt sécure, à l'inverse des attachements insécures où on aura un besoin de dépendance aux parents, par exemple, hein, si on s'est mal développé, et puis après ça peut continuer à l'âge adulte, des évitements dans les relations ou des relations qu'on ne désire pas et que finalement on accepte. Donc voilà un peu le rôle de l'attachement. En fait, ça montre bien la question donc de la résilience, comment la résilience individuelle peut se mettre en place à partir du lien d'attachement. Donc là, l'idée, c'est de montrer justement comment les relations psycho-affectives, le lien des étayages familiaux et extra-familiaux, donc les éducateurs et enseignants, comment ça joue un rôle justement sur la survenue d'une perturbation psychologique ou au contraire, comment ça favorise le processus de résilience. D'accord ? Donc c'est l'un ou l'autre. C'est pour ça que je le mets en balance. Donc, en gros, c'est vraiment de bien comprendre qu'est-ce qui favorise ou au contraire influence la survenue d'une psychopathologie. Donc pour cela, moi je vous propose déjà dans un premier temps d'évaluer un peu l'influence interne et externe donc de la survenue d'une psychopathologie. Donc l'exposition, on a déjà commencé à le voir ensemble à travers vos questions. Donc l'exposition aux événements traumatiques, mais pour le coup durant l'enfance. Parce que c'est intéressant justement de bien comprendre que les enfants également sont confrontés à des événements traumatiques. D'accord ? C'est pas que les adultes, c'est vraiment au cours de notre vie, on peut être confronté à des événements traumatiques et la plupart du temps, on a tendance à minimiser les événements auprès des enfants.
à dire non mais c'est pas grave, voilà, tu peux te relever, en fait, voilà, on peut minimiser ou faire comme si on n'a pas vu. En fait, il peut y avoir des attitudes qui ne sont pas adaptées, en tout cas pour pouvoir justement aider l'enfant à faire face à ces situations. Et la question de la transmission également transgénérationnelle. Donc, lorsque l'on est confronté à un événement traumatique, comment les situations peuvent être transmises de génération en génération. Et puis, accompagner la résilience, donc dans un deuxième temps, si on a le temps aussi, voilà, parce que je peux être assez longue dans mes propos. On va essayer d'accompagner la résilience. Donc, en tant que Martiniquaise, c'est difficile pour moi de ne pas aborder la question de la culture. Et donc, est-ce que la résilience peut être culturelle? Et donc, si elle l'est, quels sont nos tuteurs de résilience dans la culture martiniquaise, la résilience familiale et la résilience en milieu scolaire, puisque, comme je l'ai expliqué, l'idée, c'est d'aller au-delà de la cellule familiale. Alors, l'influence interne et externe dans la survenue d'une psychopathologie. Donc, exposition aux événements traumatiques durant l'enfance. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, les enfants, adolescents, peuvent être confrontés à des événements traumatiques. Quand je vous dis ça, à quoi vous pensez automatiquement? Un enfant, à quoi il peut être confronté, par exemple? Eh bien, il peut être confronté à la mort d'un parent. Exactement, tout à fait. Et j'en parle parce qu'effectivement, et comme vous disiez tout à l'heure, souvent, dans les familles, dans les ménages, comme il disait ce matin, on oublie les enfants. Et les enfants ne sont pas pris en compte. Et j'ai un témoignage d'enfants que j'ai reçus, effectivement. C'était 2 petites filles. Je les ai reçues, elles avaient 10 ans. Je crois qu'elles avaient perdu leur père. Peut-être qu'elles avaient 7 ans. C'était 6 ans. Mais ces enfants-là n'étaient pas très bien. Bon, je les ai écoutés et tout. Et ce qui ressortait, c'est qu'elles disaient « On ne nous a jamais entendus. Ils n'ont pas entendu notre souffrance. On s'est occupé que de maman parce que c'était une adulte et elle parlait. » Tout à fait. Alors là, je vous avoue que quand j'en frissonne, et quand j'ai ça, mais ça m'a éclairé énormément dans toute ma démarche après professionnelle. Tout à fait. Merci pour ce témoignage. Effectivement, on a tendance, surtout quand ils sont tout petits, on peut penser aussi face à la mort qu'ils ne comprennent pas. Et puis nous, en tant qu'adultes, des fois, on a peur des mots. On a peur de présenter les choses aux enfants parce que nous-mêmes, on a une appréhension par rapport à la question de la mort. Donc, ce qu'on appréhende mal, on le présente mal également ou on ne le présente pas du tout aux enfants. Donc, c'est vrai que on a tendance à négliger un peu, à ne pas prendre en considération les enfants lorsqu'ils sont confrontés à des événements traumatiques. Ce qui a été surtout mis en évidence, c'est que les traumas rencontrés durant l'enfance augmentent justement le risque de développer des troubles psychologiques au cours de la vie. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important de considérer un événement traumatique rencontré durant l'enfance parce que ce sont des événements qui augmentent le risque plus tard de développer des troubles. Dans la présentation qui a été faite par Monsieur Sélénis, il y a juste une chose qui n'a pas été précisée. Je suis expert près de la Cour d'appel de Fort-de-France, donc je mène des expertises auprès des enfants notamment, des personnes en tout cas qui vivent des situations, des victimes. Et c'est vrai qu'à la Martinique, précisément, même si j'en ai fait certaines en métropole, mais à la Martinique précisément, il y a un événement traumatique qui est assez courant et qui est plutôt tabou, même si on commence à en parler de plus en plus.
Je pense que vous voyez lequel, celui de l'inceste. Et donc, de plus en plus, en fait, j'ai des expertises pour des enfants qui subissent des situations incestueuses au sein de la famille, que ce soit par un oncle ou en fait par un oncle, par un oncle pour le coup, par un oncle ou par le papa. Et ce qui ressort là, j'ai un exemple en tête là immédiatement. J'ai eu à faire 2 ou 3 expertises. C'est plutôt à l'âge adulte que ces personnes-là portent plainte pour des faits qu'elles ont rencontrés. Ce sont des jeunes femmes. Hein. En général, elles ont entre 20 et 30 ans. Elles portent plainte pour des faits qui ont été commis lorsqu'elles avaient 8-10 ans. Et ce qui ressort en fait dans leur plainte, donc bien entendu il y a toujours un trouble de stress post-traumatique, hein. On va voir qu'il y a je parle de trouble de stress post-traumatique, mais il peut y avoir d'autres pathologies. Mais c'est surtout en fait là où ça se cristallise et ça devient plus difficile pour ces adultes-là de faire face à la situation et surtout de surmonter l'événement, c'est qu'elles font ressentir que certains membres de la famille étaient au courant, mais ont demandé de se taire en fait. De se taire parce que ça viendra ternir l'image de la famille. Et donc, même si on est tous au courant au sein de la famille, il vaut mieux ne rien dire. Et lorsque ces femmes décident enfin de porter plainte, et donc d'essayer, en fait, pour elles, ce sont des démarches de restauration. Donc, lorsqu'elles décident de porter plainte, elles sont pointées du doigt par certains membres de la famille parce qu'elles viennent porter un déshonneur sur l'ensemble de la famille. Alors, des fois, elles peuvent trouver un soutien. Auprès de leur grand-mère, c'est ce que j'ai observé plutôt, mais la plupart du temps, elles sont plutôt rejetées. Et elles sont rejetées notamment par la maman, qui elle-même refuse d'admettre que son compagnon ou son mari a pu commettre de tels actes, ou bien son frère, des fois, a pu commettre de tels actes. Ou d'autres fois, alors on va le voir également avec la question de la transmission, ou d'autres fois, ça peut être au niveau du grand-père qui perpétue, en fait, la maman elle-même a été victime et l'enfant également est victime du grand-père, en fait, finalement. Donc il y a aussi une reproduction, effectivement, de génération en génération de ce type d'événement. Donc, ce que l'on va observer, donc pour revenir à la question, effectivement, lorsque l'on est confronté à un événement durant l'enfance, ça augmente le risque de développer des troubles psychologiques et la plupart du temps, la plupart du temps, les personnes que je reçois, elles ont du mal à s'insérer dans la société. Elles n'ont pas de boulot. Elles travaillent. Elles essayent plusieurs choses. Elles ont des fois des toxicomanies. En fait, on voit qu'il y a des difficultés vraiment à trouver une place dans la société. Et donc, comme je le disais, dans les études également, ce qui va être le plus spécifique, ce qui va ressortir principalement, ce sont les abus physiques et sexuels durant l'enfance. C'est principalement ces faits-là que l'on retrouve. Alors, on en retrouve d'autres, mais c'est principalement ces faits-là que l'on retrouve comme événements traumatiques rencontrés durant l'enfance. Il y a très peu d'études qui ont évalué. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a aussi très peu d'études qui ont évalué les autres types d'événements traumatiques. Hein. Il y a des enfants qui peuvent vivre un accident de la route. Hein, voilà. Mais ces études-là, elles sont très très peu menées. Donc c'est plutôt sur les familles incestueuses en général que l'on mène des études sur l'exposition des enfants aux événements traumatiques. Donc moi, j'avais mené à l'époque une étude des enfants, en fait, des traumas rencontrés durant l'enfance. Donc c'était chez des adultes.
pour qu'ils puissent me restituer justement est-ce qu'ils ont rencontré eux des événements traumatiques au cours de leur enfance. Donc c'était de pouvoir explorer justement les prévalences des traumas rencontrés durant l'enfance et les symptômes de troubles de stress post-traumatique. Et donc parmi les personnes qui avaient justement qui étaient dans une consommation excessive de produits toxiques, et donc il y avait ceux qui consommaient des produits toxiques comparativement à ceux qui ne consommaient pas de produits toxiques. Et donc c'était pour bien vérifier que ceux qui ne consommaient pas, en fait c'était une variable contrôle pour ajuster et voir si chez les personnes qui ont des troubles de stress post-traumatique, est-ce que les événements rencontrés durant l'enfance favorisaient la consommation ou non de produits. Donc, l'idée, c'était d'examiner aussi les contributions du trauma durant l'enfance et les symptômes de troubles de stress post-traumatique. Donc, dans la prédiction, comme je viens de le dire, d'une consommation excessive de produits toxiques. Donc, j'avais un groupe expérimental de 59 sujets, donc 40 hommes et 19 femmes chez les personnes qui consommaient des produits toxiques. L'âge moyen était de 41 ans. Ils étaient pratiquement, en fait, la moitié était célibataire, avec un niveau inférieur au bac, donc pour plus d'un tiers. En sachant que comparativement, le groupe contrôle, donc ceux qui ne consommaient pas de produits toxiques, il y avait autant d'hommes que de femmes, à peu près. Par contre, l'âge moyen, en fait, c'était significativement différent. Ils étaient plus jeunes et avaient, alors c'est la même chose sur le taux de célibat, mais ils avaient un niveau supérieur, en fait, par rapport aux études. Donc, ils étaient, en fait, pratiquement tous avaient le bac. Donc, au total, l'échantillon était de 124. La plupart des participants étaient antillais. Donc c'était antillais principalement en Martinique parce que l'étude a été faite ici à la Martinique. Donc à l'époque j'avais pu avoir accès à l'hôpital Clarac et également à l'hôpital du Saint-Esprit. Donc pour pouvoir avoir accès aux personnes consommateurs, alors c'était principalement du crack et l'alcool. Pour les produits consommés, et le groupe contrôle, c'est la population générale, donc des personnes de tout bord, on va dire, donc la population générale. Excusez, Non, quand je lis les niveaux scolaires, 30,7% de niveau inférieur au bac, ça veut bien dire 70% grosso modo de niveau supérieur au bac. 30,7% de niveau inférieur au bac. Il y avait le niveau en dessous du bac. Oui, au-dessus, oui. Il faudrait pouvoir comparer les 70% du groupe expérimental aux 81,5% du groupe contrôle. Hein? D'accord, hein? Attends, non, mais c'est quand même statistiquement c'est significatif. Oui. C'est pour ça, parce qu'il y a bon, je vais pas rentrer dans le détail statistique, mais voilà, c'est quand même quand on fait le calcul, on est sur du 0,0, donc on est sur quelque chose de significatif. Mais effectivement, on pourrait creuser cette question. Alors, quels sont les résultats? Les événements rencontrés durant l'enfance, il y a les personnes relatent. Alors, bon, bien sûr, c'est comme lorsqu'on fait des calculs où on a des demi-personnes, donc voilà, on peut pas avoir un demi-événement, mais comme c'est une moyenne, donc j'ai un demi-événement. Mais il faut savoir que les gens rencontrent en moyenne 1,5 événements, ont rencontré les personnes. Ont rencontré 1,5 événements au cours de l'enfance, un événement traumatique au cours de l'enfance. Et surtout, quand on compare les sujets qui ont consommé des produits toxiques à ceux qui n'en consomment pas, il y a des différences significatives par rapport à différentes catégories. On les a cités tout à l'heure, les différents événements traumatiques. Et ce qu'on constate, c'est que ceux qui
Ceux qui consomment ont rencontré des crimes au cours de leur enfance, des accidents ou des catastrophes au cours de leur enfance, ou encore des abus physiques et sexuels au cours de leur enfance. Donc ça, c'est chez les personnes qui consomment des produits toxiques, et c'est significativement différent chez les personnes qui ne consomment pas de produits toxiques. Donc ce sont les événements principaux qui ressortent de cette étude, là par rapport aux événements rencontrés durant l'enfance. Donc ça favorise justement la survenue de produits toxiques. Est-ce que la dépendance aux produits toxiques vient pallier à l'événement traumatique qui a été vécu dans l'enfance, sachant que dans le développement, on peut avoir le processus de refoulement? Est-ce que cette dépendance-là, plus tard, vient pallier à la problématique du traumatisme vécu pendant l'enfance? Alors, les produits toxiques restent des produits qui viennent altérer l'état de conscience, et donc forcément apportent sur le moment un soulagement. Et c'est un peu ça le problème avec les produits toxiques, c'est que comme justement ça m'apporte un soulagement sur le moment, donc j'en consomme pour pouvoir être tout le temps soulagé de la souffrance que j'éprouve. Et donc la première dose que je vais consommer va m'apporter un soulagement. Je vais rechercher cette même sensation de plénitude, de zénitude, et donc augmenter ma consommation sans jamais retrouver cet état-là que j'avais avec la première consommation. Et c'est comme ça qu'on tombe dans l'addiction. L'objectif, en tout cas l'un des premiers objectifs étant de calmer sa peine, en fait, de calmer sa souffrance. Lorsque je fais des expertises auprès des personnes incarcérées et qu'elles sont consommatrices de produits toxiques, quand je leur demande pour quelles raisons elles consomment, la plupart du temps, alors pas avec ces mots-là, mais la plupart du temps, oui, c'est pour éviter de réfléchir. Donc on a vu tout à l'heure qu'un événement traumatique, ça nous fait repenser à l'événement, à ce qui s'est passé, donc on réfléchit constamment. Donc pour elle, consommer un produit, ça me permet de ne plus réfléchir. C'est un exemple. Donc ça anesthésie un peu la pensée. Donc effectivement, la consommation de produits toxiques aide l'individu sur le moment à ne pas être confronté à la situation délétère. Mais c'est pas, ça reste une solution bien entendu négative, puisque ça entraîne d'autres conséquences. En fait, le fait de consommer des produits entraîne d'autres conséquences. Ma question, vous demandez, est-ce que dans votre pratique et dans vos recherches, vous avez eu l'influence de la violence des foyers sur les enfants? Alors là, dans les études, non, c'est pas ressenti. Les violences intrafamiliales, non, ce n'est pas ressenti. Mais par contre, effectivement, dans ma pratique, notamment, les violences, oui, alors on va le voir tout à l'heure sur la transmission. D'accord, la transmission d'une génération à l'autre. Effectivement, on va retrouver des faits de violence qui favorisent effectivement la survenue, notamment de consommation de produits toxiques. Donc ça, il y a une transmission à ce niveau-là. On y arrive. Donc il y a des troubles comorbides, on a parlé d'épisodes dépressifs, d'anxiété généralisée également. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut retrouver chez les personnes qui ont rencontré un événement traumatique durant l'enfance. Donc en fonction de la catégorie du trauma, ça peut favoriser la survenue d'un trouble psychopathologique. Et donc, je vous ai donné les 3 qui ressortaient principalement comme événement, mais les abus physiques et sexuels, c'est celui qui va être prédictif en fait d'un trouble psychopathologique. D'accord ? On a une consommation de produits toxiques, mais la survenue d'un trouble psychopathologique significativement entre les deux groupes consommateurs et non consommateurs, ça va être les abus physiques et sexuels. Donc, quand on parle d'abus physiques, ça répond aussi, ça répond à votre question sur la maltraitance physique, puisque ça reste des abus physiques.
dire que l'apprentissage scolaire, hein, comment dire, il en prend un coup, parce que souvent l'enseignant dans sa classe constate que tel enfant a du mal à lire, écrire, compter, etc. On le signale à un CMPP ou autre institution, mais au fond, même si l'enfant est vu par un psychologue scolaire, on lui fait un test de QI, etc. Enfin, vous connaissez toute la batterie. En fait, le vrai problème, est-ce que l'enfant le dit? Parce que cet enfant continue à changer de classe avec toutes ses inaptitudes. Et c'est là que je pense qu'il y aurait quelque chose encore à fouiller au niveau de l'éducation. Ben, c'est très bien, puisque c'est un peu l'objectif de la présentation, en fait. C'était de susciter ce genre d'interrogation et voir quel est notre rôle, en fait, soit en tant que parent ou encore en tant qu'enseignant, qu'éducateur, pour alors, ce sera un peu facile à dire, mais pour ne pas passer à côté de certaines situations, problèmes. Puisqu'effectivement, on peut focaliser notre attention sur les difficultés d'apprentissage, là où c'est plutôt environnemental, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se joue clairement au sein de la famille. Et donc, ce n'est pas au niveau cognitif forcément que ça se joue, mais plutôt au niveau affectif. Après, des fois, c'est les deux. D'autres fois, ce n'est qu'au niveau cognitif. Donc, il faut être assez prudent dans tout ça. Mais là où, en fait, je veux en venir, c'est que la question de la prévention est importante et de pouvoir avoir connaissance un petit peu de tout ce qui peut influencer le développement psycho-affectif et cognitif d'un enfant. Je me permets d'ajouter quelque chose à ce que Madame a dit. J'ai eu l'occasion de présider un comité de parents pendant des années et en qualité d'éducatrice, j'allais au conseil de classe. Et c'est vrai qu'il y avait un enfant qui avait vraiment démissionné dans l'école et quand j'ai fouillé, enfin on a cherché à savoir qu'est-ce qui se passait, il avait le père en prison et aucun des enseignants, aucun de l'équipe éducative n'avait été jusque-là pour savoir que la problématique de l'enfant était qu'est-ce que va devenir sa maman parce que son père est en prison, comment ils vont manger, comment ils vont s'en sortir, sachant que c'était le père seulement qui travaillait. Donc, il avait déjà pris à son compte cette problématique-là. Donc, comment il pouvait donner du résultat à l'école? Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a mis en place pour lui un suivi et il a pu retrouver un peu son équilibre dans l'école. Mais il avait déjà perdu du temps. Tout à fait. C'est un bel exemple. Une situation similaire. D'accord. Donc effectivement, là aussi, ça reste un événement de séparation en fait qui est assez douloureux et qui préoccupe un enfant. Et donc, pour se mobiliser sur ses apprentissages lorsqu'il est préoccupé par des problèmes quotidiens en fait au sein de sa famille, c'est vrai que c'est plus difficile pour lui. Si nos tutelles nous entendent, je pense que l'ARS comprendra la nécessité de doter des associations comme la nôtre d'une assistante sociale. Oui, en tout cas, il y a des investigations effectivement à mener qui permettent de mieux comprendre l'environnement dans lequel évolue l'enfant, puisque, comme on l'a dit au début, il s'agit de plusieurs facteurs en fait qui viennent gréver le développement de l'enfant. Donc, il y a des investigations des fois à mener sur plusieurs aspects, pas que psychologiques ou cognitifs mais effectivement dans tout l'environnement de l'enfant, effectivement. Donc,
en discussion de ces premiers résultats, donc comme vous l'avez vu, le groupe qui consomme des produits toxiques rapporte davantage d'événements traumatiques durant l'enfance par rapport au groupe non consommateur. Le groupe non consommateur a rapporté des événements également traumatiques. Donc qu'est-ce que ça doit vous dire? Ça doit nous dire que nous sommes tous confrontés à des événements traumatiques. Donc effectivement, au cours de notre vie, on a tous rencontré au moins un événement traumatique au cours de notre vie. D'accord? Et donc il y en a qui rencontrent des événements depuis l'enfance. Et ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure. Donc l'évaluation des événements traumatiques durant l'enfance est nécessaire, mais bon, bien entendu, ce n'est pas la seule condition. Et la question donc de l'abus physique et sexuel durant l'enfance reste une question primordiale, d'autant plus à la Martinique, puisque ce sont des phénomènes qui restent assez tabous, des fois qui se... Je vais le dire comme ça, mais voilà, que l'on retrouve sur plusieurs générations. Et donc, ça devient presque une pratique courante au sein de certaines cellules familiales. Alors, la question de la transmission, justement, ça me permet de partir sur cette idée, donc de la transmission transgénérationnelle. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait un intérêt quasi inexistant pour les autres cultures, puisque toutes les recherches qui traitent de la question sont plutôt des recherches nationales, internationales, mais sur les spécificités culturelles, j'en ai pratiquement pas trouvé. Donc la prise en compte de la culture reste importante, même s'il y a une étude australienne, je crois, qui avait mis en évidence la comorbidité, addiction, troubles de stress post-traumatique. Voilà, il n'y a pas forcément d'études interculturelles sur cette question. Et surtout, à notre connaissance, il n'y a pas vraiment d'études sur l'impact que peut avoir la famille sur le lien entre addiction et troubles de stress post-traumatique. Donc, j'ai essayé de voir quel pouvait être le lien entre ces deux-là au sein de la famille. Alors, l'objectif, c'était d'évaluer justement la fréquence des expositions indirectes, donc la famille, quand la famille elle-même est exposée à des événements traumatiques, et l'intensité donc de ces symptômes de troubles de stress post-traumatique chez des sujets addicts et des sujets non addicts. Pour quelle raison? C'est simplement parce que ça nous permet de voir un peu la population en général par rapport à une population qui souffre d'un trouble, donc voir un peu l'impact des expositions indirectes. Et donc, ça reste une approche complexe, puisqu'elle est psycho-socio-culturelle et forcément dynamique. On parle de la famille. Et donc, avec pour caractéristique une hétérogénéité, donc une complexité, et bien sûr une imprévisibilité. Mais ça permet, comme je l'ai précisé, donc d'être dans une démarche préventive et de prise en charge, qui nécessite donc une compréhension et une modélisation donc du phénomène et la définition de plusieurs critères d'évaluation. Alors, quels résultats que j'ai obtenus? Je ne sais pas si... il faudrait que je rentre un peu plus dans les détails, mais en tout cas... Oui, voilà, je vais essayer d'être assez brève. Il y a des symptômes d'évitement et de répétition. Donc les évitements, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On évite d'être confronté à certaines situations qui pourraient nous rappeler l'événement traumatique. Et de répétition, c'est-à-dire que ça, par exemple, les flashbacks, quand on repense à l'événement. Et donc là, on constate que ces symptômes-là sont corrélés avec l'attachement sécure et les symptômes de troubles de stress post-traumatique. Que les symptômes d'évitement et d'hypervigilance sont corrélés quant à eux positivement avec l'attachement évitant. Donc il y a quand même des corrélations entre les styles d'attachement que je vous ai présentés tout à l'heure et
et le développement de la consommation ou non de produits toxiques lorsqu'on a été confronté à un événement traumatique. Là, je vais vous présenter ce qu'on appelle le génogramme. Le génogramme, c'est quoi? C'est en psychologie, en tout cas, on travaille à partir de cet outil pour pouvoir comprendre un peu mieux la dynamique familiale et donc voir ce qui se joue. Alors, en général, on utilise sur 3 générations, donc les grands-parents, les parents et le sujet lui-même. Et donc là, c'est pour vous montrer un peu la transmission générationnelle. Donc, ce que je vous demande de retenir, c'est que les rectangles, ce sont les hommes, les ronds, ce sont des femmes, et qu'en bas, le sujet en triangle, c'est la personne concernée. Donc, j'ai eu plusieurs sujets là. Sur 146 sujets, il y avait 84 sujets non addicts et 62 qui avaient consommé des produits toxiques. Et donc, là, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est quelles sont les attitudes, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve, en tout cas, d'une génération à l'autre. D'accord? Donc, tout d'abord, ce que j'ai observé, c'est qu'il pouvait y avoir des attitudes de surprotection au niveau des grands-parents vis-à-vis de leurs enfants. La surprotection étant les mamans qui surprotègent, donc qui font tout pratiquement à la place de l'enfant. Donc des attitudes de surprotection du côté de la grand-mère à l'égard des enfants. On retrouve également au niveau des grands-parents des consommations de produits toxiques, notamment l'alcool. Donc là, la moyenne, le sujet en triangle, la personne concernée, on est sur une moyenne d'âge de 40 ans. Donc, il faut imaginer des grands-parents des années, on va dire, des années 50, voire même un peu avant. Donc, la consommation de crack, etc., n'était pas encore très répandue, voire quasi inexistante à la Martinique. Donc, la consommation de produits toxiques s'articulait principalement autour de l'alcool. Et donc, on retrouve cette consommation de produits toxiques au niveau des grands-parents, également des symptômes de dépression et des maladies et d'autres événements traumatiques tels que la maladie. Et ces personnes-là ont vécu la guerre également, sont parties à la guerre également. Donc voilà les principaux événements traumatiques rencontrés au niveau des grands-parents. Au niveau des parents, événements douloureux, c'est que les parents sont séparés. Il peut y avoir également de l'abandon du côté du père, c'est-à-dire que régulièrement, il y a des situations abandonniques de la part du père, donc un père absent ou qui a quitté le foyer. Des relations conflictuelles des fois entre les parents également. Et donc des carences affectives au niveau de la maman. Et ce qui va ressentir, c'est qu'il va y avoir des consommations donc d'alcool au niveau également des parents, principalement des symptômes dépressifs chez la mère et avec des hospitalisations psychiatriques chez la mère. Et d'autres pathologies comme cancer, maladie cardiaque au niveau des 2 parents. Donc voilà un peu ce qui ressort en fait lorsqu'on a interrogé les personnes qui souffraient d'addiction. Un peu quand on regarde comme ça le tableau, voilà ce qu'elles faisaient remonter au niveau des perturbations rencontrées au niveau de leurs parents et de leurs grands-parents. Donc on constate que c'est quasiment les mêmes troubles qui ressortent d'une génération sur l'autre. Alors, là, je pense que c'est pas très important pour le propos. En fait, c'est surtout que je ne vais pas avoir trop le temps. En discussion par rapport à cette étude sur la transmission générationnelle, on a les données donc ont montré qu'il y a des facteurs de risque pour les comorbidités, addictions et troubles de stress post-traumatique. Donc nous avons des facteurs psychiatriques et des facteurs environnementaux.
Pour les facteurs psychiatriques, on l'a vu, hein, c'est des troubles, il y a plusieurs troubles associés, donc comme la dépression notamment. Et pour les facteurs environnementaux, on va s'attacher plutôt au style d'attachement insécure. Comme je l'ai expliqué, c'est ce qui va ressortir principalement. L'attachement évitant jouant un rôle primordial en fait dans la co-occurrence addiction trouble de stress post-traumatique. Donc les relations, en fait, l'insécurité dans les relations prédispose justement à la consommation de produits toxiques. Et donc l'attachement sécure joue plutôt un rôle de facteur de résilience. Donc l'attachement sécure justement permet une certaine sécurité interne, et donc ça renvoie à la question des relations parentales et donc de la transmission générationnelle. Ce qui m'amène à voir comment on peut accompagner la résilience justement. Donc accompagner la résilience par rapport à tout ce qu'on vient de voir, il y a quand même effectivement comment on peut aider un enfant, comment on peut aider les personnes autour de nous à entrer dans un processus de résilience. On a cette idée de la résilience culturelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc à l'époque, je m'étais attachée à décrire 3 tuteurs de résilience à la Martinique. Le premier étant l'esprit communautaire. C'est vrai qu'au début, quand j'en parlais, il y a des personnes qui pouvaient s'irrisser, en fait dire non, ça n'existe plus, c'est complètement désuet. Mais on constate quand même que l'esprit communautaire perdure à la Martinique, notamment lorsque nous sommes confrontés à un événement traumatique collectif. On voit que cet esprit revient très vite. Le dernier en date, voilà, le crash de 2005, où on a vu qu'effectivement toute la population était en deuil. Il y a eu quand même plusieurs manifestations dans ce sens. Donc un esprit communautaire que l'on retrouve à la Martinique et donc qui reste un tuteur de résilience. L'esprit religieux également. C'est un tuteur de résilience. Quand je suis rentrée m'installer ici en Martinique il y a quelques années, bon, ça fait pas si longtemps que ça, dans ma pratique, ce qui m'a marqué, l'un de mes premiers entretiens, ça a été une femme qui m'a demandé à l'issue de l'entretien de me lever, et elle a voulu prier pour remercier en fait l'entretien qui venait de se dérouler. Donc c'est vrai que moi ça a été un de mes chocs culturels, même si j'ai grandi en Martinique, mais je ne m'y attendais pas puisque j'ai exercé là-bas dans l'Hexagone. Et voilà, c'est pas la question de Dieu, de la religion, de la foi et de la spiritualité ne ressortent pas dans les entretiens que l'on peut avoir, contrairement à ici, où souvent il y a cette dimension qui est mentionnée, et voire même voilà, c'est ce que j'allais dire, et voire même cette expression qui nous est commune, où qu'on sort assez facilement si Dieu veut. Donc on a cet esprit religieux qui nous aide à faire face aux situations difficiles. On sort avec la grâce. En fait, c'est des expressions. Voilà, quand on est face à des situations difficiles ou douloureuses, on va souvent faire appel à cette spiritualité, pour faire large. Et puis, bien sûr, la dimension, l'esprit familial que l'on retrouve ici à la Martinique. Et donc qui reste un tuteur de résilience. Donc qu'est-ce que la résilience familiale ? La résilience familiale peut être définie comme la capacité de développer au sein d'une famille la possibilité de soutenir ou d'aider un ou plusieurs membres de sa famille victimes d'un événement douloureux. Donc l'enfant vit une situation douloureuse, il a sa famille autour de lui pour l'aider à faire face à cet événement. Donc ça permet justement, la famille va permettre de moduler les états émotionnels. Et donc c'est là où on voit la difficulté donc du travail familial,
puisque grâce au système, on a vu, hein, au système d'attachement, l'idée c'est de pouvoir apporter aide et assistance auprès de ses proches, chacun devant se différencier malgré tout pour pouvoir en fait différencier ses propres sentiments. On a parlé du deuil tout à l'heure. C'est toute la famille qui est confrontée au deuil, donc c'est comment j'accompagne l'enfant, moi qui subis également cette perte. Donc c'est de pouvoir accompagner, mais en différenciant mes émotions, mes affects de ceux de l'enfant, sachant que voilà, on vit tous le deuil différemment. D'accord ? Donc c'est de pouvoir respecter les émotions et les sentiments de chacun qui sont manifestés différemment d'un membre à l'autre. Donc, grâce à ce système d'attachement, hein, donc au sein de la famille, on va pouvoir apporter, comme je disais, aide et assistance, mais ça va permettre justement à l'enfant, notamment, de développer sa confiance, l'estime de soi et le sentiment d'identité. Pourquoi je parle de sentiment d'identité ? C'est que j'appartiens à cette famille. Voilà, exactement. Donc, si on reprend l'exemple de l'inceste, où c'est porter un déshonneur à la famille, effectivement, on n'a plus ce sentiment d'identité. C'est-à-dire que si tu parles, tu ne fais plus partie de cette famille. Donc, on a voilà, cette notion-là d'identité qui peut être importante. Et donc, ça permet, donc la résilience familiale permet une cohésion et un support familial en fait, et donc lorsque c'est défaillant, ça conduit notamment à l'usage de substances. Donc, si on voit comment accompagner la résilience à travers la culture, la famille, l'école, la vieillesse. Alors pourquoi la vieillesse? Mais je ne vais pas m'attarder dessus, simplement parce que les personnes âgées, justement, ça peut être de formidables tuteurs de résilience. Pour quelle raison? Parce que c'est une sorte de mémoire, en fait. Et donc quand on est quand on est avec les personnes âgées, on peut avoir justement un partage d'expériences. On va avoir ces personnes-là qui racontent un peu leur vie, leur vécu, et puis c'est des personnes qui, pour celles qui ont justement dépassé certaines situations douloureuses, difficiles, vont être voilà, cette mémoire et qui redonnent un peu d'espoir quand on écoute leur parcours de vie. Donc c'est pour cela que j'ai mis la vieillesse, on peut l'appeler autrement, hein, les personnes matures. Bon voilà, on peut trouver toutes sortes de voilà, l'âge d'or. Mais voilà, en tout cas auprès de ces personnes-là, on peut retrouver une sorte un partage qui permet de faire face aux situations, et donc un certain apaisement émotionnel pour faire face aux situations difficiles. Alors, la résilience en milieu scolaire. Donc je disais, sans s'en rendre compte, les enseignants peuvent être des tuteurs de résilience parce qu'ils ont des attitudes en fait relationnelles positives, sans même sans même des fois s'en rendre compte, des étayages empathiques, sans jugement aucun envers des individus en fait, et donc notamment envers les enfants. Et là je vous ai listé d'après le compte les principales qualités d'un tuteur de résilience, donc qui permettent à un enfant justement de trouver aide et réassurance et réconfort auprès de ces adultes-là. Donc on a l'empathie, l'affection, la façon d'aborder les choses de manière positive, la modestie, le fait d'être patient. Voilà, il n'arrive pas à faire une tâche, mais on va l'accompagner de manière patiente. Donner la possibilité à l'autre de parler ou de se taire au bon moment, de ne pas être dans le découragement, de respecter
le parcours du résilient, puisqu'on a vu c'est un parcours, c'est un processus. Donc on va être dans quelque chose qui peut être plus ou moins long. La capacité à être altruiste, et puis voilà, éviter des phrases qui peuvent être assez dures, des phrases qui peuvent faire mal. Donc en milieu scolaire, c'est de pouvoir développer des compétences. L'école peut être un endroit de protection. Donc il y a des fois où c'est à l'école, en fait il y a des enfants qui préfèrent aller à l'école plutôt que de rester à la maison parce qu'ils savent que là ils vont être en sécurité. Ils peuvent développer aussi des liens amicaux. Donc ils vont préférer aller à l'école même s'ils ne travaillent pas. Il y en a qui vont au contraire s'acharner au travail parce qu'à la maison ça va tellement mal qu'ils vont trouver refuge dans le travail. Et il y en a d'autres qui vont aller à l'école même s'ils ne travaillent pas parce qu'au moins là ils sont en sécurité. Donc là ça montre vraiment l'importance en fait de l'école, de l'enseignant, des éducateurs qui favorisent en fait ce climat de bienveillance par rapport à la proximité, puisque l'enfant, en dehors des périodes de vacances scolaires, c'est là qu'il passe la plupart de son temps. Donc c'est là qu'il peut trouver effectivement des modèles identificatoires pour pouvoir se réassurer. Comme on l'a vu, les événements principaux que l'on rencontre durant l'enfance, ça reste encore une fois l'inceste. L'inceste, ça se déroule où? Ça se déroule au sein de la famille. Donc l'autre refuge, l'autre rempart que l'on peut avoir lorsqu'on est enfant, c'est l'école. Donc il peut y avoir de hautes attentes justement par rapport à ça. Et l'enfant, pour peu qu'il arrive, qu'il ait des compétences, il arrive à mobiliser ses compétences intellectuelles, il va se sentir utile là où à la maison, il a un sentiment d'inutilité. Au moins à l'école, il pourra développer ce sentiment d'utilité. Je crois que vous avez eu une conférence sur l'échec scolaire, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Et donc, j'ai pas noté. En conclusion, oui. En conclusion, voilà, ça peut nous éclairer, en tout cas sur la question de la résilience, peut nous éclairer sur l'échec scolaire, de pouvoir réinterroger sur les déterminants de la réussite et donc de l'échec, et donc de voir un peu s'il y a des corrélation entre échec scolaire et milieu socioculturel défavorisé, par exemple, hein, c'est un exemple que j'ai en tête, mais ça montre bien en tout cas l'importance des enseignants, des éducateurs dans la représentation des enfants, comment ils peuvent être des étais favorables pour les enfants qui rencontrent des événements difficiles au sein de leur famille ou bien même ailleurs. La question de la résilience culturelle également montre bien que voilà, il y a des spécificités culturelles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, hein, notamment la communauté, la religion et la famille, pour pouvoir faire face à ces difficultés. Ça reste des tuteurs importants dans notre culture. Et donc, pour terminer, cette présentation, c'était vraiment pour vous montrer en termes d'apport clinique l'importance de pouvoir faire une évaluation complète des troubles psychiatriques comorbides, puisqu'on l'a vu, lorsque l'on est enfant, ça favorise le développement de troubles à l'âge adulte. Et donc, lorsqu'on est adulte, de pouvoir faire cette évaluation complète pour une prise en charge intégrative des sujets, notamment souffrant d'autisme, je sais pas, en fait, de troubles d'usage de substances, mais au-delà de pouvoir vraiment avoir une prise en charge intégrative. Qu'on ne s'attarde pas sur un seul, il est venu me voir pour une dépression, et puis qu'on reste focalisé sur la dépression, mais qu'on puisse, investiguer de manière large et approfondie. Donc, de prendre en considération l'histoire familiale également et les spécificités culturelles. Voilà, donc en conclusion, je reprends mon schéma
introductifs sur nos parcours de vie qui peuvent favoriser la survenue de troubles psychologiques, mais c'est surtout qu'on a des tuteurs, en tout cas, qui nous permettent de faire face à ces événements traumatiques. Voilà, merci pour votre attention. Oui, Vous avez autre chose à nous présenter? Non? Ça va? Non, ce que je disais, c'est-à-dire que l'esprit communautaire, l'esprit religieux, l'esprit familial, c'est vrai. Mais justement, en ce moment, est-ce que tous ces esprits, l'un ou l'autre, ils sont émaillés? Et on tombe vraiment dans un individualisme, par exemple la famille, notre mode de vie actuel. Donc ce que nous ne retrouvons plus exactement, ce même esprit familial qu'il y avait. Il est différent, peut-être. Il faut voir quelle différence il y a, puisqu'on voit bien les dérives dans lesquelles nous sommes. Donc quel esprit familial, par exemple, comment le reconquérir ou comment le remanier ou avoir avec cette évolution de vie que nous avons. Parce que à l'époque ou au moment, je ne sais pas sur quoi c'est basé pour dire effectivement que cet esprit familial en Martinique ou ailleurs, effectivement, est le socle et pouvant être résilient, mais on avait un mode de vie total en Martinique pas pareil du tout. L'esprit religieux, bon, maintenant la religion elle est décriée. Les gens ne sont pas trop, il y en a quelques-uns, il y a quelques religions, il y a quelques personnes qui le sont encore, mais l'esprit religieux qui est en corrélation d'ailleurs avec l'esprit familial, tout ça c'est écorché, c'est émaillé. Hein. Donc c'est même l'esprit communautaire que nous avons connu à l'époque et comment c'est maintenant, ça ne se présente pas pareil. Très certainement qu'il y a d'autres moyens de les faire, hein. Mais on est tellement devant un truc ébranlé quand je vois la violence qu'il y a actuellement, quand je vois l'agressivité dans les familles, quand on entend tout ce qu'on entend, je me demande si tous ces esprits-là ne sont pas un petit peu très écorchés et comment nous, justement, qui travaillons sur la parentalité, qu'est-ce qu'on doit faire pour revoir et reconquérir ces esprits? Alors, le terme esprit est volontaire, puisque voilà, c'est spirituel, mais c'est surtout c'est une façon d'être. Maintenant, cet esprit-là, cette façon d'être, effectivement, peut être émaillé parce que en fait, ce n'est pas constant. C'est un esprit qui est mis en évidence et qui va être, pas exacerbé, en tout cas qui va être mis en œuvre principalement lorsqu'on est confronté à une situation difficile ou douloureuse. Donc c'est pour ça que c'est un esprit, c'est-à-dire que c'est toujours là, même si au quotidien on a l'impression que ça n'existe pas ou que c'est moins important, l'esprit y est toujours. Simplement parce que dès que nous sommes en situation difficile, délicate, situation collective notamment, hein, très vite on voit que l'esprit devient concret. Et là encore, on peut reprendre l'exemple de ces 2 dernières années. Où on sort, je ne veux pas dire on sort, mais voilà, où on a vécu quand même 2 ans très difficiles avec cette épidémie. Et qu'est-ce qui a été mis en place dès mars 2020, lorsqu'on a été confiné de manière assez brutale, l'esprit communautaire déjà. Où il fallait comment on va faire nos courses, comment on va s'organiser pour pouvoir subvenir à nos besoins, ne serait-ce que primaires. Donc il y a déjà cet esprit-là qui est ressenti. L'esprit familial, oui, mais on va les laisser isolés, même si dans notre quotidien on va au travail, et là tout de suite on a repensé à nos aînés, on a repensé à notre famille, comment on va faire pour les accompagner, pour être auprès d'eux, etc. Et on n'avait qu'une seule envie, c'est de passer le confinement avec eux, pas sans eux.
Donc l'esprit communautaire, il devient très vite mobilisé en fait lorsque l'on est confronté à une situation en fait. Donc en gros, il n'est pas perdu. La seule chose, c'est qu'effectivement, comment on peut faire pour l'alimenter au quotidien, puisque nous l'avons. Donc, c'est de pouvoir l'alimenter au quotidien. Et c'est déjà d'en prendre conscience que voilà, ça existe, que nous sommes une communauté résiliente déjà, parce que ça, on a des fois peur de le dire. Je ne rentrerai pas dans les détails ici aujourd'hui, mais on a quand même vécu des traumas collectifs anciens qui ressurgissent dans notre présent, et pour autant nous sommes là toujours avec cet esprit, encore une fois, communautaire, religieux et tout ce qui s'ensuit. Et donc ça veut dire que nous sommes tout le temps dans un processus de résilience. Donc nous sommes une population avec des capacités, voilà, des compétences, on va dire, résilientes. Maintenant, c'est comment on fait pour effectivement alimenter tout cela au quotidien, et donc la prise de conscience déjà de nos compétences et de nos compétences, c'est déjà un premier pas pour maintenir cet esprit, ces différents esprits, états d'esprit en tout cas. Non, je reconnais, c'est vrai, c'est très juste ce que vous dites. Et au niveau de la famille, effectivement, on voit souvent, c'est quand il y a un deuil, plus quand le deuil est brutal, on voit toute la famille, tout le monde est là et on est soudés et tout. Exactement. On se dit souvent d'ailleurs, c'est seulement à cette occasion qu'on se voit, etc., etc. C'est vrai ce que vous dites, que ça existe, mais je suis entièrement d'accord. Comment alimenter cela? Comment continuer à alimenter ces esprits dans les familles, dans les religieux s'il y a, et communautaires, c'est vrai. L'exemple que vous prenez est très important selon moi, parce que justement ça fait partie de la résilience, pour ma part, culturelle. Lorsque l'on est confronté à un deuil, effectivement on voit que toute la famille va se mobiliser autour de... Mais ça, il y a des rituels en fait qui existent au sein de notre communauté, de notre culture. C'est très culturel, le rituel de deuil qui a tendance à se perdre. Et justement, en fait, lorsqu'on perd comme ça nos traditions, lorsqu'on perd comme ça notre culture, c'est ce qui vient fragiliser nos capacités de résilience et bien d'autres choses encore. Mais voilà, quand on a nos veillées, les veillées traditionnelles, c'est ce qui aidait les personnes à faire face à une situation difficile et douloureuse. Aujourd'hui, on a la joyau. Avec l'épidémie, je crois que ça s'est encore dégradé en termes de qualité de veillée, parce que il y a des horaires bien précis à respecter. Je crois qu'on peut plus amener à manger, à boire, etc. Tandis que il y avait vraiment toute une culture de partage. Je reviens sur ma première photo. Toute une culture de partage par rapport au deuil, où on pouvait se remémorer des événements en lien avec la personne partie, où on pouvait faire des blagues, en fait, vraiment avoir joué, dansé, en fait, vraiment être dans un rituel qui permet d'extérioriser, en fait. Et nous sommes une société orale, et le fait de perdre, en fait, notre oralité vient rendre difficile la capacité à faire face aux événements. Et donc le deuil, en fait, j'apprécie beaucoup l'exemple que vous prenez, parce que ça, c'est vraiment, en fait, ça montre bien qu'est-ce qui vient fragiliser un petit peu notre capacité à faire face aux événements, et c'est dommage, puisqu'on a dans nos traditions et dans notre culture voilà, ces éléments-là. Oui, mais c'est dans nos traditions et dans notre culture, parce que c'était aussi dans notre mode de vie. Nous avons vécu, enfin ma génération en tout cas, j'ai vécu avec ma famille au sens large du terme. D'accord? À partir du moment où on vit dans une famille plus restreinte, il ne faut pas être surpris de voir que la transmission et les réactions, les comportements évoluent. C'est clair.
Hein. Moi, j'ai observé par exemple quelque chose au niveau de génération postérieure à la mienne, style mes enfants. Eh bien, le décès du grand-père. Le décès du grand-père, tous les cousins, cousines qui avaient l'habitude, cousins, cousines, je parle d'enfants, hein, qui avaient l'habitude de se retrouver, qui vivaient finalement de façon assez proche, qui se voyaient régulièrement, tout le temps pratiquement, lorsque le grand-père est décédé, bon, ils étaient profondément attristés, mais sans que personne ne leur ait rien demandé, ils se sont organisés pour faire eux-mêmes l'accueil des personnes qui venaient au domicile familial pour la veiller. Voyez. Et bon, ils ont joué quelque part, parce que ça a été extrêmement réconfortant pour la famille, hein. Ils ont joué quelque part un rôle de protection à l'envers. Voilà. Et on pense à les protéger, mais eux aussi, par moments, pensent à envoyer l'ascenseur, entre guillemets. Et bon, si on doit pouvoir faire quelque chose, c'est peut-être pas forcément dans le domaine de la parole, hein, mais beaucoup plus encore dans le domaine des actes, hein, c'est-à-dire leur permettre d'avoir un mode de vie qui induit très naturellement un certain nombre de comportements, à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je disais merci et puis bravo pour cette étude d'une extrême richesse. La question, enfin, l'interrogation que je me pose aujourd'hui, on parle toujours du parent qui a son enfant dans l'addiction. Mais qu'en est-il des enfants aujourd'hui, des jeunes enfants, que les parents sont dans l'addiction? C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes parents qui sont dans l'addiction et ça représente un certain traumatisme pour le jeune enfant qui ne vit pas ça bien forcément et qui ne comprend pas. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses, il y a des études, et est-ce que aujourd'hui, les choses, on peut trouver un moyen d'accompagner cet enfant dans la résilience, sachant que les troubles qui sont dans l'enfance sont des troubles très importants qui peuvent se répercuter sur l'enfant quand il va devenir adulte? Alors, si j'ai bien compris votre question, est-ce qu'il y a des études qui interrogent les enfants, hein, du coup, qui ont des... Le positionnement des enfants par rapport à leurs parents qui sont dans l'addiction. Voilà, c'est ça, parce que les études, en fait, existent, notamment chez les adultes, qui peuvent faire état, se remémorer, en tout cas faire état de leurs parents qui étaient eux-mêmes addicts. C'est ce que j'ai montré. Et donc eux-mêmes ont développé, alors pas 100%, mais la plupart effectivement développent à l'âge adulte une addiction ou en tout cas une consommation à un produit toxique. Alors comment ces enfants-là, justement, ces parents qui sont addictifs et qui ont les enfants jeunes, tout petits, qui grandissent, comment ces enfants-là vivent ça, quoi? Parce que je pense que c'est assez compliqué pour eux de voir un jeune parent, par exemple, qui a 20-25 ans, qui a un enfant de 7 ans, et le parent, lui, il est dans l'addiction, par exemple. Oui, alors ça dépend des manifestations de l'addiction auprès de l'enfant. Un parent qui consomme un produit toxique et qui va être dans le rejet de son enfant parce que le produit lui-même exacerbe des comportements agressifs, etc. L'enfant forcément va évoluer, va avoir des déficits affectifs liés au rejet. Par rapport au comportement du parent. En fait, chaque parent consommateur va avoir des réactions différentes en fonction de la façon dont il consomme son produit, et donc forcément ça aura des conséquences sur l'enfant, non pas directement en lien avec le produit, mais plutôt par rapport aux conséquences que le produit aura sur la personne qui consomme, en fait. Donc, je vous ai parlé de rejet, ça peut être
Ça peut être un manque de soins, ça peut être... Voilà, il y a plusieurs manifestations chez la personne addicte vis-à-vis de l'autre. C'est la même chose si vous êtes marié à quelqu'un qui consomme de l'alcool. Voilà, la personne mariée va avoir beaucoup de difficultés également à être en relation avec cette personne. Mais d'un conjoint à l'autre, ce ne sera pas les mêmes difficultés. Je comprends ce que vous dites et je le partage. Simplement, je me place plus du côté de l'enfant. Oui. Comment cet enfant L'enfant forcément va qui avoir vit ce traumatisme-là, comment on peut l'accompagner? Alors, c'est forcément les différentes structures. Voilà, il y a des accompagnements psychologiques notamment qui peuvent être apportés à l'enfant. Mais forcément, il y aura des répercussions. Alors, je ne peux pas toutes vous les lister, c'est surtout ça que je voulais dire. C'est-à-dire que ça dépend du type d'attachement. C'est pour ça que c'est important, du lien qui sera tissé entre l'enfant et le parent. Mais il y a forcément des répercussions sur l'enfant. Mais vous avez déjà répondu à ce que j'allais vous dire. Oui, Et vous demandez, effectivement, j'allais dire, tant que l'ambiance reste sécure et attachant et aimant pour l'enfant, même si le parent est addict à quelque chose, l'enfant n'en souffre pas forcément de l'addiction, enfin à mon avis. Mais dès lors où ça devient dangereux, c'est-à-dire l'attitude des parents vis-à-vis de l'enfant, l'enfant se sent en insécurité, se sent malmené, il y a une maltraitance, etc. Et c'est ça qui conduit l'enfant. Oui, tout à fait. C'est la qualité du lien, effectivement, voilà, qui est primordiale dans quel que soit le contexte, en fait, quelle que soit la pathologie, ça va être la qualité du lien. Puisque l'addiction, ça reste une pathologie, en fait, c'est une maladie. C'est bon? Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci à Claire-Emmanuelle Laguerre pour son intervention qui nous a beaucoup interpellés et intéressés. Donc, avec cette intervention, se termine notre première semaine d'inauguration. Il nous reste les 5 prochaines semaines à... Voilà. Comment, Olivier, qu'est-ce qui t'arrive? Trouble de stress post-traumatique, c'est ça? Voilà, alors bon, on se retrouve lundi à Cherchère pour 3 moments très intéressants, notamment à 10h30, la conférence de Boris Cyrulnik, qui sera précédée par la présentation d'outils, on va dire ça, alors que je reprenne le programme. À 9h, ce sont des outils pour la formation et l'animation. Donc, la Formatec, on a déjà commencé à en parler, mais des outils que l'association des psychologues, l'association francophone de psychologie et psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, et puis l'Institut des troubles françaises, donc l'Institut des troubles d'apprentissage du Québec, ce sont des outils qui vont nous présenter, enfin qui nous seront présentés et qui sont très intéressants pour notre formation, puisque 85% des acteurs de la parentalité qu'on a interrogés, le besoin numéro 1, c'est formation, webinaire, etc. Bon. Et puis, on aura aussi la présentation du fonds documentaire parentalité de la bibliothèque universitaire de l'Université des Antilles. Sa responsable a fait une extraction de ce fonds documentaire parentalité. Et donc, elle va nous présenter ça et on verra comment, on essaiera de réfléchir comment on peut utiliser ce fonds documentaire-là. D'accord? L'après-midi, lundi après-midi, c'est Sciences Po Lille, la personne de Quentin Vaquez, un étudiant qui a fait un rapport d'expertise sous la houlette de François Benchendik, son professeur, qui va nous présenter le rapport sur soutenir la parentalité en Martinique, comment l'Observatoire doit-il se développer pour apporter une aide efficace
aux acteurs du soutien à la parentalité. D'accord? Donc tout ça, c'est à la mairie de Chelcher, salle de délibération. Et puis mardi, bien, nous retrouvons Claire-Emmanuel Laguerre avec Maurice Udino et peut-être Malik Duranti sur un projet de recherche que l'Observatoire a élaboré et qui porte sur l'identité parentale en Martinique, la monoparentalité et la place du père. Cette question est très discutée en ce moment en Martinique. Des idées qui semblaient bien établies, etc., sont un peu questionnées, interrogées. Et donc, il convient vraisemblablement d'aller un peu plus loin. Nous avons apprécié l'intervention de Nadine Le Faucheur lundi, qui apporte un certain nombre d'éléments au débat. On veut poursuivre, aller plus loin encore. Bon. Et à 11h, Jean-Pierre Proutroy fera la conférence de clôture. Donc, sa conférence, c'est la psychoéducation, instrument d'émancipation. D'accord? Donc là, on sera à Sainte-Luce, à l'amphithéâtre de l'Espace Sud. OK? Et puis l'après-midi, avec la concurrence redoutable d'un match de foot de la Coupe du Monde, voilà, on va essayer de conclure. Je me demande d'ailleurs si on ne va pas conclure tout de suite dans la foulée de la conférence de Jean-Pierre Proutroy. OK? Voilà, merci beaucoup. Bon week-end à vous toutes. Et puis, merci à nouveau à Olivier. Et à bientôt.